Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Une émission littéraire comme on n'en fait plus, une émission cultissime, un mythe de la télévision. Et c'est en exclusivité pour vous sur C8. Je ne vous ai pas menti. On va commencer la lecture en roman, plutôt en recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles comme seul Maupassant sait les raconter, Guy de son petit prénom. Et le recueil de nouvelles commence par La Petite Roque. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelle le bouquin, La Petite Roque. Et alors vous allez voir, c'est très accrocheur. C'est un fait divers, en tout cas ça commence comme un fait divers. C'est une fillette qui sort nue de la rivière où elle vient de se baigner. Un passant la viole et, pour étouffer ses cris, l'étrangle. Voilà, c'est sur cette base merveilleuse et pleine de joie qu'on va commencer la lecture. Mais avant de se réjouir de ce fait divers qui aurait fait le bonheur du Parisien, eh bien, on va parler d'un petit hashtag, puisque c'est la mode, c'est le hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit. On ne vous a pas trompé, grâce à ce hashtag, vous pouvez participer à l'émission. Alors pas tout à fait tout de même, mais vous pouvez participer sur les réseaux sociaux en postant, en partageant, pourquoi pas en diffusant ces lectures et en recommandant des choses, des livres que vous aimeriez entendre ou découvrir. Voilà, et si vous avez une âme d'auteur, eh bien, vous pouvez aussi nous envoyer vos écrits pour peu qu'ils soient déjà publiés par une maison d'édition convenable. Voilà, alors on va commencer tout de suite La Petite Roque. Je ne vous en dis pas plus, je crois que le petit récapitulatif était déjà assez accrocheur. Et puis rien, je me tais et on commence tout de suite. La Petite Roque, Guy de Maupassant. Bonne lecture. Le piéton, Médéric Grompel, que les gens du pays appelaient familièrement Médéri, partit à l'heure ordinaire de la maison de poste de Rouy-le-Thor. Ayant traversé la petite ville de son grand pas d'ancien troupier, il coupa d'abord les prairies de Villhomme pour gagner le bord de la Brindille qui le conduisit, en suivant l'eau, au village de Carvelin, où commençait sa distribution. Il allait vite, le long de l'étroite rivière qui moussait, grognait, bouillonnait et filait dans son lit d'herbe sous une voûte de saules. Les grosses pierres, arrêtant le cours, avaient autour d'elles un bourrelet d'eau, une sorte de cravate terminée en nœud d'écume. Par place, c'étaient des cascades d'un pied, souvent invisibles, qui faisaient sous les feuilles, sous les lianes, sous un toit de verdure, un gros bruit colère et doux. Puis plus loin, les berges s'élargissant, on rencontrait un petit lac paisible où nageaient des truites parmi toute une chevelure verte qui ondoie au fond des ruisseaux calmes. Médéric allait toujours, sans rien voir, et ne songeant qu'à ceci. Ma première lettre est pour la maison Poivron, puis j'en ai une pour monsieur Renardet, donc faut que je traverse la futaie. Sa blouse bleue, serrée à la taille par une ceinture de cuir noir, passait d'un train rapide et régulier sur la haie verte des saules. Et sa canne, un fort bâton de houx, marchait à son côté du même mouvement que ses jambes. Donc il franchit la Brindille sur un pont fait d'un seul arbre jeté d'un bord à l'autre, ayant pour unique rampe une corde portée par deux piquets enfoncés dans les berges. La futaie, appartenant à monsieur Renardet, maire de Carvelin, et le plus gros propriétaire du lieu, était une sorte de bois d'arbre antique, énorme, droit comme des colonnes, et s'étendant sur une demi-lieue de longueur. Sur la rive gauche du ruisseau qui servait de limite à cette immense voûte de feuillage. Le long de l'eau, de grands arbustes avaient poussé, chauffés par le soleil, mais sous la futaie, on ne trouvait rien que de la mousse épaisse, douce et molle, qui répandait dans l'air stagnant une odeur légère de moisie et de branches mortes. Médéric ralentit le pas, ôta son képi noir orné d'un galon rouge et s'essuya le front, car il faisait déjà chaud dans les prairies, bien qu'il ne fût pas encore 8 heures du matin. Il venait de se recouvrir et de reprendre son pas accéléré quand il aperçut au pied d'un arbre un couteau, un petit couteau d'enfant.
Comme il le ramassait, il découvrit encore un dé à coudre, puis un étui à aiguille, 2 pas plus loin. Ayant pris ces objets, il pensa « Je vais les confier à monsieur le maire ». Et il se remit en route, mais il ouvrit l'œil à présent, s'attendant toujours à trouver autre chose. Soudain, il s'arrêta net, comme s'il se fût heurté contre une barre de bois, car à 10 pas devant lui, gisait étendu sur le dos un corps d'enfant, tout nu sur la mousse. C'était une petite fille d'une 12aine d'années. Elle avait les bras ouverts, les jambes écartées, la face couverte d'un mouchoir, un peu de sang maculait ses cuisses. Médéric se mit à avancer sur la pointe des pieds, comme s'il eût craint de faire du bruit, redoutait quelque danger, et il écarquillait les yeux. Qu'était-ce que cela ? Elle dormait sans doute, puis il réfléchit qu'on ne dort pas ainsi tout nu, à 7h30 du matin sous des arbres frais. Alors elle était morte, et il se trouvait en présence d'un crime. À cette idée, un frisson froid lui courut dans les reins, bien qu'il fût un ancien soldat. Et puis c'était chose si rare dans le pays, un meurtre, et le meurtre d'une enfant encore, qu'il n'en pouvait croire ses yeux. Mais elle ne portait aucune blessure, rien que ce sang figé sur sa jambe. Comment donc l'avait-on tuée ? Il s'était arrêté tout près d'elle, et il la regardait appuyée sur son bâton. Certes, il la connaissait, puisqu'il connaissait tous les habitants de la contrée. Mais ne pouvant voir son visage, il ne pouvait deviner son nom. Il se pencha pour ôter le mouchoir qui lui couvrait la face, puis s'arrêta, la main tendue, retenu par une réflexion. Avait-il le droit de déranger quelque chose à l'état du cadavre devant les constatations de la justice ? Il se figurait la justice comme une espèce de général à qui rien n'échappe et qui attache autant d'importance à un bouton perdu qu'à un coup de couteau dans le ventre. Sous ce mouchoir, on trouverait peut-être une preuve capitale. C'est une pièce à conviction, enfin, qui pouvait perdre de sa valeur, touchée par une main maladroite. Alors il se releva pour courir chez monsieur le maire. Mais une autre pensée le retint de nouveau. Si la fillette était encore vivante par hasard, il ne pouvait pas l'abandonner ainsi. Il se mit à genoux tout doucement, assez loin d'elle par prudence, et tendit la main vers son pied. Il était froid, glacé, de ce froid terrible qui rend effrayante la chair morte et qui ne laisse plus de doute. Le facteur, à ce toucher, sentit son cœur retourner. Comme il le dit plus tard et la salive séchée dans sa bouche, se relevant brusquement, il se mit à courir sous la futaie vers la maison de monsieur Renardet. Il allait au pas gymnastique, son bâton sous le bras, les poings fermés, la tête en avant, et son sac de cuir plein de lettres et de journaux lui battait les reins en cadence. La demeure du maire se trouvait au bout du bois qui lui servait de parc et trempait tout un coin de ses murailles dans un petit étang que formait en cet endroit la brindille. C'était une grande maison carrée, en pierre grise, très ancienne, qui avait subi des sièges autrefois, et terminée par une tour énorme, haute de 20 mètres, bâtie dans l'eau. Du haut de cette citadelle, on surveillait jadis tout le pays. On l'appelait la tour du renard, sans qu'on sût au juste pourquoi. Et de cette appellation, sans doute, était venu le nom de Renardet, que portaient les propriétaires de ce fief resté dans la même famille depuis 200 ans, disait-on. Car les Renardais faisaient partie de cette bourgeoisie presque noble qu'on rencontrait souvent dans les provinces avant la Révolution. Le facteur entra d'un élan dans la cuisine où déjeunaient les domestiques et cria « Monsieur le maire est-il levé ? Faut-il qu'il parte sur l'heure ?» On savait Médéric un homme de poids et d'autorité, et on comprit aussitôt qu'une chose grave était passée. Monsieur Renardet, prévenu, ordonna qu'on l'amenât. Le piéton, pâle et essoufflé, son képi à la main, trouva le maire assis devant une longue table couverte de papier épars. C'était un gros et grand homme, lourd et rouge, fort comme un bœuf et très aimé dans le pays, bien que violent à l'excès. Âgé à peu près de 40 ans et veuf depuis 6 mois, il vivait sur ses terres en gentilhomme des champs. Son tempérament fougueux lui avait souvent attiré des affaires pénibles, dont le tiraient toujours les magistrats de Rouille-le-Thor. En ami indulgent et discret, n'avait-il pas un jour jeté du haut de son siège le conducteur de la diligence parce qu'il avait failli écraser son chien ? N'avait-il pas enfoncé les côtes d'un garde-chasse qui verbalisait contre lui parce qu'il traversait fusil au bras une terre appartenant aux voisins ? N'avait-il pas même pris au collet le sous-préfet qui s'arrêtait dans le village au cours d'une tournée administrative qualifiée par M. Renardet de tournée électorale ?
car il faisait de l'opposition au gouvernement par tradition de famille. Le maire demanda « Qu'y a-t-il donc, Médéric ? J'ai trouvé une petite fille morte sous votre futaie. » Renardet se dressa, le visage couleur de brique. « Vous dites, une petite fille ? » ?»« Oui, monsieur, une petite fille, toute nue sur le dos avec du sang, morte, bien morte. » Le maire jura, nom de Dieu, je parie que c'est la petite Roque. On vient de me prévenir qu'elle n'était pas rentrée hier soir chez sa mère. À quel endroit l'avez-vous découverte ? Le facteur expliqua la place, donna des détails, offrit d'y conduire le maire. Mais Renardet devint brusque. « Non, non, j'ai pas besoin de vous. Envoyez-moi tout de suite le garde champêtre, le secrétaire de la mairie et le médecin, et continuez votre tournée. Vite, vite, allez, et dites-leur de me rejoindre sous la futaie. » Le piéton, homme de consigne, obéit et se retira, furieux et désolé de ne pas assister aux constatations. Le maire sortit à son tour, prit son chapeau, un grand chapeau mou, de feutre gris, à bord très large, et s'arrêta quelques secondes sur le seuil de sa demeure. Devant lui s'étendait un vaste gazon où éclataient 3 grandes taches rouges, bleues et blanches, 3 larges corbeilles de fleurs épanouies, l'une en face de la maison et les autres sur les côtés, plus loin, se dressaient jusqu'au ciel les premiers arbres de la futaie. Tandis qu'à gauche, par-dessus la brindille élargie en étang, on apercevait de longues prairies, tout un pays vert et plat, coupé par des rigoles et des haies de saule pareilles à des monstres nains trapus, toujours ébranchés, et portant sur un tronc énorme et court un plumeau frémissant de branches minces. À droite, derrière les écuries, les remises, tous les bâtiments qui dépendaient de la propriété, commençait le village, riche, peuplé d'éleveurs de bœufs. Renardet descendit lentement les marches de son perron et, tournant à gauche, gagna le bord de l'eau, qu'il suivit à pas lents, les mains derrière le dos. Il allait le front penché et de temps en temps il regardait autour de lui s'il n'apercevait point les personnes qu'il avait envoyées quérir. Lorsqu'il fut arrivé sous les arbres, il s'arrêta, se découvrit et s'essuya le front comme avait fait Médéric, car l'ardent soleil de juillet tombait en pluie de feu sur la terre. Puis le maire se remit en route, s'arrêta encore, revint sur ses pas. Soudain se baissant, il trempa son mouchoir dans le ruisseau qui glissait à ses pieds et l'étendit sur sa tête sous son chapeau. Des gouttes d'eau lui coulaient le long des tempes, sur ses oreilles toujours violettes, sur son cou puissant et rouge, et entraient l'une après l'autre sous le col blanc de sa chemise. Comme personne n'apparaissait encore, il se mit à frapper du pied, puis il appela « Ohé ! Ohé !» Une voix répondit à droite « Ohé !» Et le médecin apparut sous les arbres. C'était un petit homme maigre, ancien chirurgien militaire, qui passait pour très capable aux environs. Il boitait, ayant été blessé au service, et s'aidait d'une canne pour marcher. Puis on aperçut le garde champêtre et le secrétaire de la mairie, qui, prévenus en même temps, arrivaient ensemble. Ils avaient des figures effarées et accouraient en soufflant, marchant et trottant tour à tour pour se hâter, et agitant si fort leurs bras qu'ils semblaient accomplir avec eux plus de besogne qu'avec leurs jambes. Renardet dit au médecin « Vous savez de quoi il s'agit ?»« Ouais, un enfant mort trouvé dans le bois par Médéric. »« C'est bien. Allons. » Ils se mirent à marcher côte à côte et suivis des 2 hommes, leurs pas sur la mousse ne faisaient aucun bruit. Leurs yeux cherchaient là-bas, devant eux. Le docteur Labarbe tendit le bras tout à coup. « Tenez, le voilà. » Très loin, sous les arbres, on apercevait quelque chose de clair. S'il n'avait point su ce qu'ils étaient, il ne l'aurait pas deviné. Cela semblait luisant et si blanc qu'on l'eût pris pour un linge tombé, car un rayon de soleil glissait entre les branches, illuminait la chair pâle d'une grande raie oblique à travers le ventre. En s'approchant, il distinguait peu à peu la forme, la tête voilée, tournée vers l'eau et les 2 bras écartés comme par un crucifiement. « J'ai rudement chaud, » dit le maire. Et se baissant vers la brindille, il y trempa de nouveau son mouchoir qu'il replaça encore sur son front. Le médecin hâtait le pas. Intéressé par la découverte, dès qu'il fut auprès du cadavre, il se pencha pour l'examiner sans y toucher. Il avait mis un pince-nez, comme lorsqu'on regarde un objet curieux, et tournait autour, tout doucement. Il dit sans se redresser. « Viol et assassinat que nous allons constater tout à l'heure. Cette fille est d'ailleurs presque une femme. Voyez sa gorge. » Les 2 seins, assez forts déjà, s'affaissaient sur la poitrine, amollis par la mort. Le médecin ôta légèrement le mouchoir qui couvrait la face.
Elle apparut noire, affreuse, la langue sortie, les yeux saillants. Il reprit, « Parbleu, on l'a étranglée une fois, l'affaire faite. » Il palpait le cou, étranglé avec les mains, sans laisser d'ailleurs aucune trace particulière, ni marque d'ongles, ni empreinte de doigts. Très bien, c'est la petite Roque, en effet. Il replaça délicatement le mouchoir. Je n'ai rien à faire, elle est morte depuis 12 heures au moins, il faut prévenir le parquet. Renardet, debout, les mains derrière le dos, regardait d'un œil fixe le petit corps étalé sur l'herbe. Il murmura. Quel misérable, il faudrait retrouver les vêtements. Le médecin tâtait les mains, les bras, les jambes. Il dit « Elle venait sans doute de prendre un bain. Ils doivent être au bord de l'eau. » Le maire ordonna « Toi, Principe, tu vas me chercher ces hardes-là le long du ruisseau. Toi, Maxime, tu vas courir à Rouy-le-Thor et me ramener le juge d'instruction avec la gendarmerie. Il faut qu'il soit ici dans 1 heure. Tu entends ?» Les 2 hommes s'éloignèrent vivement. Et Renardet dit au docteur « Mais quel gredin a bien pu faire un coup pareil dans ce pays-ci ?» Le médecin murmura « Qui sait ? Tout le monde est capable de ça. Tout le monde en particulier et personne en général. N'importe, ça doit être quelques rôdeurs, quelques ouvriers sans travail. Depuis que nous sommes en République, on ne rencontre que ça sur les routes. » Tous deux étaient bonapartistes. Le maire reprit « Oui, ça ne peut être qu'un étranger, un passant, un vagabond sans feu ni lieu. » Le médecin ajouta avec une apparence de sourire « Et sans femme. N'ayant ni bon souper, ni bon gîte, il s'est procuré le reste. On ne sait pas ce qu'il y a d'hommes sur la terre capable d'un forfait à un moment donné. Saviez-vous que cette petite avait disparu ? Et du bout de sa canne, il touchait l'un après l'autre les doigts roidis de la morte, appuyant dessus, comme sur les touches d'un piano. Ouais, la mère est venue me chercher hier vers 9 heures du soir. L'enfant n'étant pas rentré à 7 heures pour souper, nous l'avons appelée jusqu'à minuit sur les routes, mais nous n'avons point pensé à l'affûter. Il fallait le jour, du reste, pour opérer des recherches vraiment utiles. « Voulez-vous un cigare ?» dit le médecin. « Merci, non, j'ai pas envie de fumer, ça me fait quelque chose de voir ça. » Ils restaient debout tous les deux en face de ce frêle corps d'adolescente, si pâle sur la mousse sombre, une grosse mouche à ventre bleu qui se promenait le long d'une cuisse, s'arrêta sur les taches de sang, repartit, remontant toujours, parcourant le flanc de sa marche vive et saccadée, grimpa sur un sein, puis redescendit pour explorer l'autre, cherchant quelque chose à boire sur cette morte. Les 2 hommes regardaient ce point noir, errant. Le médecin dit « Comme c'est joli une mouche sur la peau. Les dames du dernier siècle avaient bien raison de s'en coller sur la figure. Pourquoi a-t-on perdu cet usage-là » Le maire semblait ne point l'entendre, perdu dans ses réflexions. Mais tout d'un coup, il se retourna, car un bruit l'avait surpris. Une femme, en bonnet et en tablier bleu, accourait sous les arbres. C'était la mère Roque. Dès qu'elle aperçut Renardet, elle se mit à hurler. « Ma petite, où qu'est-ce ma petite ?» tellement affolée qu'elle ne regardait point par terre. Elle la vit tout à coup, s'arrêta net, joignit les mains et leva ses 2 bras en poussant une clameur aiguë et déchirante, une clameur de bête mutilée. Puis elle s'élança vers le corps, tomba à genoux et enleva comme si elle lui arrachait le mouchoir qui couvrait la face. Quand elle vit cette figure affreuse, noire et convulsée, elle se redressa d'une secousse, puis s'abattit, le visage contre terre, en jetant dans l'épaisseur de la mousse des cris affreux et continus. Son grand corps maigre, sur qui ses vêtements collaient, secoué de convulsions, palpitait. On voyait ses chevilles osseuses et ses mollets secs, enveloppés de gros bas bleus frissonner horriblement. Et elle creusait le sol de ses doigts crochus, comme pour y faire un trou et s'y cacher. Le médecin, ému, murmura « Pauvre vieille !» Renardet eut dans le ventre un bruit singulier. Puis il poussa une sorte d'éternuement bruyant, qui lui sortit en même temps par le nez et par la bouche. Et tirant de son mouchoir de sa poche, il se mit à pleurer dedans, toussant, sanglotant, et se mouchant avec bruit. Il balbutiait. « Oh là là, crénom de Dieu, de cochon qui a fait ça. Je voudrais le voir guillotiner. » Mais Principe reparut, l'air désolé et les mains vides. Il murmura. « Je trouve rien, monsieur le maire, rien nulle part. » L'autre, effaré, répondit d'une voix grasse, noyée dans les larmes. « Mais qu'est-ce que tu trouves pas ?»« Les hardes de la petite. Eh bien,
Eh bien, cherche encore, cherche, et trouve-les, hein. Trouve-les ou t'auras affaire à moi. » L'homme, sachant qu'on ne résistait pas au maire, repartit d'un pas découragé en jetant sur le cadavre un coup d'œil oblique et craintif. Des voix lointaines s'élevaient sous les arbres, une rumeur confuse, le bruit d'une foule qui approchait. Car Médéric, dans sa tournée, avait semé la nouvelle de porte en porte. Les gens du pays, stupéfaits, d'abord avaient causé de çà et là dans la rue, d'un seuil à l'autre. Puis ils s'étaient réunis. Ils avaient jasé, discuté, commenté l'événement pendant quelques minutes. Et maintenant, ils s'en venaient pour voir. Ils arrivaient par groupes, un peu hésitants et inquiets par crainte de la première émotion. Quand ils aperçurent le corps, ils s'arrêtèrent, n'osant plus avancer et parlant bas. Puis ils s'enhardirent, firent quelques pas, s'arrêtèrent encore, avancèrent de nouveau et ils formèrent bientôt autour de la morte, de sa mère, du médecin et de Renardet un cercle épais, agité et bruyant, qui se resserrait sous les poussées subites des derniers venus. Bientôt ils touchèrent le cadavre. Quelques-uns même se baissèrent pour le palper. Le médecin les écarta. Mais le maire, sortant brusquement de sa torpeur, devint furieux et saisissant la canne du docteur Labarbe, il se jeta sur ses administrés en balbutiant. « Foutez-moi le camp, tas de brutes, foutez-moi le camp !» En une seconde, le cordon de curieux s'élargit de 200 mètres. La roque s'était relevée, retournée, assise, et elle pleurait maintenant dans ses mains jointes sur sa face. Dans la foule, on discutait la chose, et des yeux avides de garçons fouillaient ce jeune corps découvert. Renardet s'en aperçut, et enlevant brusquement sa veste de toile, il la jeta sur la fillette, qui disparut tout entière sous le vaste vêtement. Les curieux se rapprochaient doucement, la futaie s'emplissait de monde. Une rumeur continue de voix montait sous le feuillage touffu des grands arbres. Le maire, en manche de chemise, restait debout, sa canne à la main, dans une attitude de combat. Il semblait exaspéré par cette curiosité du peuple et répétait « Si un de vous approche, je lui casse la tête comme un chien. » Les paysans avaient grand peur de lui. Ils se tinrent au large. Le docteur Labarbe, qui fumait, s'assit à côté de la roque et lui parla, cherchant à la distraire. La vieille femme aussi ôta ses mains de son visage et elle répondit avec un flux de mots larmoyants, vidant sa douleur dans l'abondance de sa parole. Elle raconta toute sa vie, son mariage, la mort de son homme, piqueur de bœuf, tué d'un coup de corne, l'enfance de sa fille, son existence misérable de veuve, sans ressources avec la petite. Elle n'avait que ça, sa petite Louise, et on l'avait tuée dans ce bois. Tout d'un coup, elle voulut la revoir. Et se traînant sur les genoux jusqu'au cadavre, elle souleva par un coin le vêtement qui le couvrait. Puis elle le laissa retomber et se remit à hurler. La foule se taisait, regardant avidement tous les gestes de la mère. Mais soudain, un grand remous eut lieu. On cria « Les gendarmes ! Les gendarmes !» 2 gendarmes apparaissaient au loin, arrivant au grand trot, escortant leur capitaine et un petit monsieur à favoris roux qui dansait comme un singe sur une haute jument blanche. Le garde champêtre avait justement trouvé monsieur Putoin, le juge d'instruction, au moment où il enfourchait son cheval pour faire sa promenade de tous les jours, car il posait pour le beau cavalier, à la grande joie des officiers. Il mit pied à terre avec le capitaine et serra les mains du maire et du docteur, en jetant un regard de fouine sur la veste de toile qui gonflait le corps couché dessous. Quand il fut bien au courant des faits, il fit d'abord écarter le public que les gendarmes chassèrent de la futaie, mais qui reparut bientôt dans la prairie, et forma une grande haie de têtes excitées et remuantes tout le long de la brindille, de l'autre côté du ruisseau. Et on va s'arrêter là pour cette lecture, mais on continuera la lecture de cette nouvelle qui fait office de fait divers lors d'une prochaine émission. Alors restez avec nous pour la suite et fin de la petite rock nouvelle de Maupassant. On se retrouve très vite sur Voyage au bout de la nuit. À très bientôt, très bonne journée si vous allez travailler, très bonne nuit si vous allez vous coucher. Et petite rectification, j'ai dit dans une précédente émission que le film Hélène et ses sœurs c'était Jérôme Bonnel, et bien pas du tout, c'est Monsieur Zilberman et j'ai fait un mélange avec À 3 on y va qui était bien un film de Jérôme Bonnel. Allez, à bientôt sur Voyage, ciao.